Ok, alors, chers participants, chers partenaires, nous arrivons au terme de cette journée Hautes-Alpes en transition, dédiée à la construction collective de l'avenir énergétique de nos territoires de montagne. On va vous présenter un peu la synthèse des différents ateliers qui se sont déroulés toute cet après-midi. Donc on va commencer par le premier atelier qui était sur le mix énergétique et du coup qui avait pour but principal de dépasser le débat public polarisé, binaire et conflictuel sur l'énergie. Donc l'objectif était de sortir des seules considérations techniques qui renforcent le sentiment de non-légitimité des citoyens à participer aux décisions. Et l'atelier, il a posé les fondations d'une réflexion globale dans un contexte marqué par la sortie de nombreux travaux prospectifs, lois et consultations nationales. Le débat a également intégré les différentes visions de la transition énergétique représentées par des personnalités influentes dans leurs domaines respectifs, comme par exemple Jean-Marc Jancovici pour l'ingénierie ou encore pour l'aspect un peu plus philosophie avec Aurélien Barraud. La discussion a souligné la nécessité de s'accorder sur les controverses en allant au-delà de la seule question des émissions carbone. Et des limites ont été présentées comme les limites planétaires, l'impact sur la biodiversité, la justice sociale et la participation citoyenne. La question aussi du modèle de société pour demain et de ceux et celles qui décident le futur. L'atelier, il a souligné l'enjeu des scénarios prospectifs, donc comme on les a vus aussi également ce matin pour ceux qui étaient là ce matin, avec les scénarios donc Négawatt, ADEME et RTE, afin d'éclairer avec justesse comment les actions collectives, elles peuvent permettre d'atteindre des objectifs fixés. Avec quelles implications, à quel horizon de temps. Certains de ces scénarios ne tiennent d'ailleurs pas compte des indications de croissance économique, et on a retenu donc du coup des points d'accord qui en sont ressortis, notamment au niveau du nucléaire. Donc au niveau du nucléaire, donc il y a eu un gros point d'accord sur la sortie du nucléaire, mais qui ne doit pas se faire avant les horizons 2045-2050. Ensuite, on a eu l'urgence et l'électricité, donc une urgence vraiment à agir, ça c'est un consensus global, face à l'effet falaise. Donc ça c'est tous les réacteurs qui datent des années 1980 qui arrivent aujourd'hui dans une fin de vie dans à peu près une vingtaine d'années. Donc on a un mix électrique français qui doit se renouveler urgemment. Au niveau du mix énergétique, il y a la nécessité réelle d'un mix énergétique bas carbone avec la diminution de la proportion de nucléaire dans le mix, même avec des nouveaux EPR. Au niveau de la sobriété, il est nécessaire de rentrer dans une sobriété, mais à la condition de garantir un confort énergétique égal. Au niveau de l'électrification grandissante, elle doit se faire et c'est surtout au niveau du mix énergétique. Cependant, il y a eu quelques alertes qui ont été également données concernant les risques de l'action locale. La transition énergétique, elle n'est pas sans danger. Ça peut être matérialisé par la fuite en avant technologique, ça peut être la fin des ressources, l'augmentation des blackouts et des accidents majeurs, les risques d'une transition subie et de la dépendance internationale. Il y a un point qui a été soulevé concernant les impacts aussi environnementaux et paysagers que l'ont très bien développé du coup la SAEPM. La conclusion de l'atelier a mis en exergue le rôle essentiel des initiatives locales et des coopératives. Donc la conclusion, elle est assez claire, c'est qu'il faut faire sa part, c'est rejoindre sa coopérative locale et reprendre la main sur les moyens de production. Agir localement, c'est participer, c'est se responsabiliser et ne pas attendre que les autres le fassent. Voilà, et je laisse la parole à Benjamin. Donc moi, je vais vous parler de l'atelier 2, l'atelier transition. Notre question, c'était quelle vision unifiée des transitions énergétiques et écologiques sur le territoire des Hautes-Alpes. On a eu de sacrés échanges. Je vais commencer par le premier point. On a notamment discuté d'une situation sociale et politique complexe sur le territoire. Les scientifiques, en effet, ils n'apportent pas de solutions simples et immédiates, ça serait beaucoup trop simple. Les solutions radicales, elles sont difficilement acceptables socialement aussi, et politiquement, donc on ne pourrait plus vivre si on mettrait en place ces solutions radicales.
Donc la population locale de Haute-Alpes, elle est aussi peu représentée dans les mouvements écologiques, parce que contrairement à certains nouveaux arrivants, les locaux, ils sont plutôt marqués par cette économie du tourisme et sont moins marqués écologiquement, moins marqués dans les projets associatifs, notamment ce qu'on nous a dit à la SAPN, par rapport aux nouveaux arrivants sur le territoire qui sont eux plus dans les projets associatifs du territoire. Le contexte politique il est donc très polarisé et donc on a du mal à trouver un consensus. Le deuxième point, c'est que c'est un territoire marqué par l'arrivée de ces nouveaux habitants et du dynamisme associatif. Ces nouveaux habitants, c'est des urbains. Il y en a certains qui viennent de Marseille, il y en a qui viennent de régions parisiennes ou du sud-ouest de la France. Et dans le territoire des Hautes-Alpes, l'associatif est nettement minoritaire, ce qui fait que même s'il y a un dynamisme, il est minoritaire. Pardon. Troisième point, le tourisme, c'est une activité centrale mais fragile. Le tourisme, il fait vivre le territoire, notamment grâce à l'agriculture, au commerce, à l'artisanat, à tout ce qu'il apporte avec les activités sportives, mais ce n'est pas un projet de société suffisant pour nous, il n'est plus viable. Il devrait venir, en fait, on s'est dit qu'il devrait venir après l'existence du territoire qui est déjà viable, déjà diversifié et qui fonctionne déjà économiquement. Il ne devrait pas remplacer l'économie du territoire, mais il devrait s'y rajouter. Le modèle actuel, en plus du tourisme, il est très fragile. Notamment, on a une dépendance d'une clientèle qui vient de loin, qui prend la voiture, et donc c'est un moyen très carboné de venir faire du tourisme. En plus de ça, il y a une pression croissante sur les ressources naturelles. On a aussi des activités comme le ski, comme vous le savez, qui touchent dans la très grande majorité des stations de ski à leur fin, ou du moins à leur limite. Les habitants, en plus, après l'exode rural des Hautes-Alpes, ils se sont retrouvés justement face à ce tourisme. Et c'est un modèle qui a très bien fonctionné et on ne peut pas vraiment retourner en arrière avant cet exode rural à ce modèle d'agriculture vivrière qui n'est plus vraiment viable et souhaitable aujourd'hui. Quatrième point, une agriculture qui ne peut pas remplacer le tourisme seul. On a parlé de l'agriculture. Ce qu'on sait dans les Hautes-Alpes, c'est que le rendement agricole, il est pas assez important. Par exemple, apparemment, la production céréalière est 2 fois moins importante dans les Hautes-Alpes que dans la moyenne du reste de la France. Donc, on ne peut pas, nous, être autonomes au niveau alimentaire. On a des sols pauvres, une altitude, un certain climat. Et notre agriculture dépend beaucoup de politiques agricoles communes et des financements européens. C'est donc impossible que l'agriculture, par exemple, devienne l'unique alternative économique. Et donc, si on veut un futur viable économiquement pour notre département, il s'agirait de trouver donc un mix de solutions, de leviers, et pas seulement l'agriculture. On a aussi parlé du numérique et du télétravail. On pourrait se dire que le télétravail, c'est positif parce qu'on n'a pas besoin de prendre la voiture pour aller travailler. Mais on a parlé de cet exemple très marquant qu'on ne souhaite pas, c'est pas souhaitable d'avoir tous les habitants du département des Hautes-Alpes qui vont télétravailler dans des sociétés en Chine, dans des sociétés dans toute la planète. C'est pas souhaitable et donc on trouve que le numérique, ça n'a pas réponse à tout, ça ne remplace pas la réflexion sur la transition énergétique. C'est pas avec le télétravail qu'on pourra avoir beaucoup d'effets. 6e point, le besoin d'un nouvel imaginaire. On a parlé que tout le monde reconnaît qu'on ne peut pas revenir dans le passé. Cette agriculture vivrière, elle n'est plus souhaitable, mais on peut constituer un modèle qui ne serait plus basé sur le ski, donc le modèle actuel du tourisme haut alpin et des départements de montagne. Il faut créer un nouveau récit positif, utopique ou pas, ça dépend le point de vue de certains, mais il faut donner envie d'un avenir pour nos nouvelles générations en étant positif. Il y a des exemples qui existent déjà qui pourraient nourrir ce nouvel imaginaire. C'est notamment des villes en transition, il y a des écoquartiers comme l'écoquartier de Fort-Calquier, la friche du Bel de Mai qui est un très bon exemple culturel de projets. Donc il y a des projets qui nourrissent déjà ce nouvel imaginaire, mais il s'agirait d'un peu plus les généraliser parce qu'ils sont très minoritaires.
Dernier point pour cette partie. Donc, comme je vous l'ai dit, on a des projets qui sont déjà un peu radicaux, mais qui ne sont pas du tout généralisés dans le territoire. Les solutions, elles ne peuvent pas être uniques et donc on doit reposer sur un panel de différents leviers, notamment la diversification économique, agriculture, artisanat, culture, une partie du numérique aussi bien évidemment, et de l'énergie locale. Il faut repenser le tourisme, qui soit plus local, plus durable, moins dépendant du ski et des longs déplacements en voiture des touristes. Mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel pour les résidents du territoire avant les touristes. Et aussi créer des structures qui justement accompagnent ces modèles de vie, ces nouveaux modèles de vie, et donc avoir une véritable dynamique politique. Et il faut bien évidemment encourager tous les projets associatifs sur le territoire qui vont dans ce sens. J'aimerais aussi vite fait parler des différentes solutions qu'on a abordées, qui sont un peu plus précises, notamment au niveau de la mobilité et des transports. Il faudrait, d'après nous, développer le train, doubler les lignes ferroviaires pour faciliter les déplacements, mettre en place des passes à bas prix pour encourager la consommation du train. C'est quelque chose qui devrait, même si on n'est pas sûr que ça fonctionne, qui devrait au moins être testé dans une certaine mesure. Et aussi développer la voiture partagée, les navettes locales et des modes de coopération pour réduire l'usage totalement individuel de la voiture. Un autre point, c'est tout ce qui est nature en ville et alimentation. Il s'agirait aussi de créer des jardins collectifs, simples à mettre en place et permettant plus de nature en ville. Apparemment, Gap est en effet le contraire du modèle de nature en ville. Ces jardins partagés, ils permettraient une sensibilisation écologique et seraient un pas vers une autonomie alimentaire, même si c'est pas ça qui nous nourrirait, mais c'est un très bon exemple pédagogique et de sensibilisation. Aussi, au niveau du logement et du vivre ensemble, il faudrait encourager le logement partagé et multigénérationnel pour réduire l'empreinte au sol et renforcer la solidarité. Promouvoir des structures modulaires que Chloé nous a proposées. C'est des structures modulaires qui sont modulaires, comme le nom l'indique, elles sont économiques, facilement installables, qu'on peut même installer dans des zones non constructibles. Ça serait utile pour dynamiser les zones rurales, notamment ça peut faire des bureaux, des logements, et justement on peut les mettre dans ces zones non constructibles, et ça peut redynamiser l'économie à moindre coût, parce que ce sont justement des modules à faible coût. Et ça favoriserait justement la création d'emplois locaux. C'est pour ça qu'il faudrait sûrement développer l'usage de tiny house, de conteneurs aménagés ou de tout autre type de logement de ce genre, afin d'offrir des logements locaux à certaines personnes qui n'en bénéficient pas, et ce qui apporterait un bénéfice au niveau professionnel sur le territoire. Un autre point, la transition énergétique. Il faudrait profiter du fort ensoleillement des Hautes-Alpes. Alors il y a un débat, on est en territoire de montagne, on est en Europe avec une certaine latitude, on a plus ou moins un certain ensoleillement, un certain rendement des panneaux solaires, mais on a quand même beaucoup d'ensoleillement sur le territoire, donc on pourrait profiter des panneaux solaires. Donc on pourrait installer des panneaux solaires sur tous les toitures, mais là aussi ça dépend d'une envie politique. Il faut voir si économiquement c'est souhaitable aussi, si socialement c'est accepté par la population. Il faudrait aussi explorer des dispositifs pédagogiques. On l'a vu, ils ne sont pas rentables. Dans les moyens technologiques actuels, ils ne sont pas rentables. On parle notamment de dalles piézoélectriques. C'est le fait de marcher sur une dalle et avec notre pression mécanique, on va générer de l'électricité. On pourrait faire ça sur des places dans des villes, c'est pas ça qui va générer toute notre électricité, mais ça permet de rapprocher les gens avec cette génération d'énergie et c'est un très bon moyen pédagogique. On peut aussi parler des routes solaires qui sont un exemple qui n'ont pas marché, mais peut-être le faire sur certains tronçons, ça pourrait avoir un effet là aussi pédagogique. De plus, il faudrait aussi au niveau de l'économie locale pouvoir développer la consommation de produits locaux afin de renforcer notre résilience économique pour favoriser les circuits courts et les coopératives locales. Merci beaucoup.
matin, c'est à l'atelier 3, donc ça va être beaucoup plus court. Non parce qu'on a moins travaillé que l'atelier 2, mais voilà, on a eu moins eu le temps de synthétiser tout ce qui a été dit. En tout cas, on a travaillé sur des questions d'échelle et de coopération. Donc ce que j'ai retenu, c'est que c'était vraiment un besoin de répondre à de nouveaux imaginaires. Le contexte, pardon. Le contexte, donc, c'était en fait de se projeter dans un monde en 2050 où la transition énergétique a été réalisée et où la neutralité carbone a été atteinte. Et en fait, à partir de là, d'imaginer, ok, comment est-ce qu'on est arrivé là, par quels moyens, par quelle échelle de coopération. Donc comment on l'a fait, c'est Coralie qui va le dire. Alors pour le format de cet atelier, on s'est répartis en 3 sous-groupes et on a essayé de répondre. À la base, on avait prévu 3 questions. Et comme les débats sont très très longs et très très denses, on a dû réduire un petit peu nos ambitions. Donc la première question, c'était imaginer les échanges de biens et de personnes à l'échelle du territoire. La deuxième question, c'était sur les activités qu'on imagine en 2050 sur le territoire des Hautes-Alpes. Et la troisième question, c'était la question de la gouvernance, qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder, mais qui fera l'objet de prochains travaux du groupe énergie peut-être, et donc qu'on vous invitera à suivre après tout ça. Tu veux répondre, donner des exemples de la première question ? Alors, vas-y, c'était plutôt... Ah oui. Par rapport à la première question, donc, on a noté quelques exemples de solutions qu'on a pu imaginer. Donc, je rappelle la question, c'était par rapport aux échanges de biens et de personnes entre les territoires et éventuellement la notion des distances parcourues. Donc, on a eu beaucoup de débats et une des réponses qui revenait principalement, c'était dans l'agriculture, qui proposait une diminution de l'échelle des échanges de l'agriculture. Donc par exemple dans le but d'augmenter l'autonomie alimentaire des territoires, et donc particulièrement là l'autonomie alimentaire des Hautes-Alpes. On a parlé aussi de la question de la transformation du bois, qui est une question qui est très importante à l'échelle des Hautes-Alpes, et de la question des transports en commun et des transports individuels, qui sont des secteurs, comme vous le savez, très polluants. Pour la deuxième question, du coup, c'est une question qui portait sur plutôt les activités à développer sur le territoire des Hautes-Alpes en 2050, avec une approche polydomaine, donc à la fois agriculture, mobilité, bâtiment, industrie. Donc par exemple, pour l'agriculture, on a pensé à un programme de réinstallation des agriculteurs via des aides PAC notamment, mais aussi à des moyens de réutiliser aussi, par exemple, la laine de mouton. Donc, par exemple, redévelopper l'industrie textile par rapport à cette laine de mouton, ou alors l'utiliser dans d'autres domaines comme le bâtiment ou le paillage. En termes de mobilité, on a pensé à développer des filières de construction, mais aussi d'entretien de véhicules légers. En termes de bâtiments, on a réfléchi en termes de spécifier les bâtiments, de les rendre compatibles aux spécificités des territoires. Et en termes d'industrie, de diversifier les industries et les services pour augmenter la résilience. Du coup, en tant qu'étudiant du master gestion durable des territoires de montagne, nous sommes plutôt à l'intersection entre les sciences humaines et les sciences environnementales. Donc pour certains de nous, c'était vraiment la première fois qu'on s'attelait à un sujet aussi technique. Donc on voulait vraiment remercier le soutien de Robert et de Florent pour toutes les aides techniques apportées au sujet, ainsi aussi que Daniel, Denis, Clotilde et Aurélie, et bien sûr Thierry Patoni et Emmanuel. Merci beaucoup. En attendant Daniel, je vais chanter une petite chanson. Non, voilà, juste pour dire que je vous donne ce que j'ai ressenti. C'était un sacré bordel cet après-midi, mais je pense que c'était un foisonnement qui était quand même bienvenu. Ça ne va pas s'arrêter là, on n'a pas l'intention de s'arrêter là, et de toute façon, au départ, on ne voulait pas s'arrêter là. On voulait vraiment que ça soit le début de quelque chose, d'une discussion, d'une concertation locale, de savoir vers où on veut aller dans l'avenir sur la question énergétique. Voilà, on a mis un peu en pâture un certain nombre de questions.
Maintenant, nous, on va travailler aussi pour essayer d'arranger un peu tout ça, de proposer ensuite de nouveaux ateliers. L'idée de la conférence citoyenne, je pense que Daniel il va en dire 2 mots quand même, parce que c'est quand même son idée depuis le début, qui pourront nourrir justement cette conférence citoyenne. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu et puis d'avoir joué les jeux. Merci Robert. Oui, notre idée, l'idée qu'on voudrait défendre, c'est que aujourd'hui c'est frustrant parce qu'on a lancé beaucoup de balles en l'air et il ne faudrait pas les laisser retomber. Et chaque balle nécessite un travail avec des experts, avec des non-experts, parce que les experts ne répondent pas à tout. Et parfois les experts ne trouvent pas les solutions radicales auxquelles il va falloir arriver. Donc notre idée, ce serait de continuer ce travail sur plusieurs années, toujours avec l'université, ça nous plairait, Thierry, si on pouvait continuer avec ce lieu qui est formidable. Et puis avec l'énergie de ces étudiants qui nous a beaucoup porté, puis qui sont d'une efficacité redoutable. Et puis c'est eux, le monde de 2050, c'est eux, c'est vous qui serez au pouvoir. Voilà, donc on a envie de continuer avec... on a toutes vos adresses, on va vous envoyer toutes les informations et on aimerait trouver un rythme. On va sûrement faire un bilan entre nous pour voir comment fonctionner. Et avec l'aide de la SAPN, de Négawatt, de l'université, on peut essayer de continuer ce travail pour qu'on fasse autorité sur les Hautes-Alpes. Le but, c'est que quelque part, on représente à la fois des citoyens, mais aussi des élus, des associatifs, des enseignants, des chercheurs, des professionnels, pour que, quelque part, à un moment donné, on puisse dire dans les Hautes-Alpes, il y a un groupe qui fait autorité sur le problème de l'énergie, et que ce groupe puisse être aussi un moyen de donner des références aux élus, à la préfecture, pourquoi pas, soyons ambitieux, et que ce groupe serve à montrer le chemin à toute la population du pays. Voilà. Je te laisse peut-être aussi donner ton point de vue. Ouais, il y a beaucoup été dit. La prochaine journée, on va un peu plus parler de l'offre en fait. Là, on a essayé d'aborder déjà dans quelle trajectoire de demande on se projette. Et effectivement, on vous proposera de rentrer un peu plus dans le détail de l'offre et peut-être poser des questions de cohérence. C'est des questions là, qu'on a essayé de poser là, dans les ateliers 3 et 4. C'est pas simple d'y répondre, on a donné quelques bases. Voilà, on va essayer de travailler entre nous, déjà de faire une synthèse et déjà de pondre un rapport, au moins sur la partie demande. Voilà. Merci à tous d'être venus et je vais laisser Thierry dire de Ok, merci. Rapidement, le point de vue du côté pédagogique et enseignant. Merci beaucoup à la SAPN d'avoir proposé ce sujet pour l'atelier. Très honnêtement, au début, ça m'a tiré un petit peu souci parce que c'était pas simple. Et puis, vous avez vraiment bien travaillé, bien cadré. Et le sujet que vous avez proposé est parfaitement dans l'objectif pédagogique du master. Je pourrais presque dire que le master GTM, il a presque été fait pour aborder des sujets comme ça. Et c'est vraiment nickel. Donc, bien sûr, OK pour continuer à travailler. Dans l'atelier, on a dit qu'on était partant pour commencer à écrire le récit du territoire. Et ce récit, je ne vois pas comment on pourrait le faire sans notre master. Donc, on va vous accompagner. Il faut bien qu'on cadre un petit peu, qu'on surveille ce que vous allez faire. Et bien sûr, chapeau aux étudiants. Ce groupe-là, ils se sont encore une fois sacrément bien débrouillés. J'avoue que j'étais épaté. Alors, pas que je l'ai sous-estimé, mais là, c'est vrai que la maturité et le sérieux avec lequel vous êtes attelés à ce sujet, chapeau. Et comme ça me permet un message. Ça fait plus de 30 ans que j'enseigne. Et ça fait 30 ans que chaque année, je suis épaté par le niveau des étudiants. Bien souvent, on dit que les jeunes de maintenant, ils sortent de pire en pire. Au niveau de mon expérience, et c'est tout le contraire.
J'aurais été incapable à leur âge de faire ce qu'ils ont fait, et chaque année, ils me surprennent. Quand ils arrivent, j'ai toujours un doute, parce que le premier contact qu'on a eu, je me souviens, c'était à Berclose, je ne vous raconte pas, bon, vous étiez complètement dans le pâté, dans le bus et tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette promo? 2 ans après, je suis super fier d'eux, et donc continuez comme ça, et je ne me fais aucun souci sur ce qu'ils peuvent nous apporter à la société, et je pense que les générations à venir seront pareilles. Donc, notre seule véritable note d'espoir, ce sont eux, et on va essayer d'en profiter, quoi. Concerne la SAPL, donc à chaque fois qu'on fait une réunion à la fac de Gap, parce que c'est pas la première, c'est toujours aussi riche, donc on va continuer à venir à la fac de Gap, puisque c'est extrêmement intéressant. On remercie toutes les personnes qui ont participé à cette journée, en répétant ce qu'a dit Robert tout de suite, que c'est un début, même si ça a commencé depuis longtemps, mais c'est quand même vachement intéressant et c'est très lourd à porter. Et pour nous, c'est une richesse importante d'avoir des groupes de travail au sein de la SAPN qui sont sur un thème. Ce thème-là est d'autant plus très large, hein, parce qu'on a aujourd'hui vu pas mal de choses au niveau des Hautes-Alpes, en sachant qu'il y a un autre projet aussi qui aurait dû avoir lieu cette année et qui a été reporté à l'année prochaine, qui est un groupe de travail sur les haies et l'importance des haies dans notre département. Donc on est en attente des subventions du conseil régional et du conseil départemental pour pouvoir faire l'année prochaine, dans le sponsor, tout un colloque sur les haies et sur le rôle des haies. J'en saurai. Oh bah tant mieux, bah merci, à très bientôt. Merci pour votre présence et puis n'oubliez pas la SAPN, il y a même des bulletins d'adhésion à la sortie. Bravo.